La curieuse Virginie redescendit alors. Mais cette fois, elle resta plus longtemps. Elle apprit que Lebasse aimait Augustine. Il était écrit que, dans ces mémorables journées, une maison ordinaire si calme serait un enfer. Monsieur Guillaume désespéra Joseph Lebasse en lui confiant l'amour d'Augustine pour un étranger. Lebasse, qui avait averti son ami de demander mademoiselle Virginie en mariage, fit ses espérances renversées. Mademoiselle Virginie, accablée de savoir que Joseph l'avait en quelque sorte refusé, fut prise d'une migraine. La zizanie, semée entre les deux époux par l'explication que monsieur et madame Guillaume avaient eue ensemble et où, pour la troisième fois de leur vie, ils se trouvèrent d'opinions différentes, se manifesta d'une manière terrible. Enfin, à 4 heures après-midi, Augustine, pâle, tremblante, les yeux rouges, comparut devant son père et sa mère. La pauvre enfant raconta naïvement la trop courte histoire de ses amours. Rassurée par l'allocution de son père, qui lui avait promis de l'écouter en silence, elle prit un certain courage en prononçant devant ses parents le nom de son cher Théodore de Sommervieux, et en fit malicieusement sonner la particule aristocratique. En se livrant au charme inconnu de parler de ses sentiments, elle trouva assez de hardise pour déclarer avec une innocente fermeté qu'elle aimait monsieur de Sommervieux, qu'elle le lui avait écrit et ajouta les larmes aux yeux « Ce sera faire mon malheur que de me sacrifier à un autre. » « Mais Augustine, vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un peintre » s'écria sa mère avec horreur. « Madame Guillaume, dit le vieux père en imposant silence à sa femme. Augustine, dit-il, les artistes sont en général des meurs de faim. Ils sont trop dépensiers pour ne pas être toujours de mauvais sujets. J'ai fourni feu monsieur Joseph Vernet, feu monsieur Lequin et feu monsieur Nevers. Ah, si tu savais combien ce monsieur Nevers et monsieur le chevalier de Saint-Georges et surtout monsieur Philidor ont joué des tours à ce pauvre père Chevrel. Ce sont de drôles de corps, je le sais bien. Ça vous a tous un babil, des manières. Ah, jamais ton monsieur de Sommervieux, mon père. Eh bien, de Sommervieux, soit. Jamais il n'aura été aussi agréable avec toi que monsieur le chevalier de Saint-Georges le fut avec moi. Le jour où j'obtiens une sentence des consuls contre lui, aussi étaient-ce des gens de qualité d'autrefois. Mais mon père, monsieur Théodore, est noble et m'a écrit qu'il était riche. Son père s'appelait le chevalier de Sommervieux avant la Révolution. À ces paroles, monsieur Guillaume regarda sa terrible moitié qui, en femme contrariée, frappait le plancher du bout du pied et gardait un morne silence. Elle évitait même de jeter ses yeux courroucés sur Augustine et semblait laisser à monsieur Guillaume toute la responsabilité d'une affaire si grave, puisque ses avis n'étaient pas écoutés. Cependant, malgré son flegme apparu, quand elle vit son mari prenant si doucement son parti sur une catastrophe qui n'avait rien de commercial, elle s'écria « En vérité, monsieur, vous êtes d'une faiblesse avec vos filles, mais… » Le bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la porte interrompit tout d'un coup la mercuriale que le vieux négociant redoutait déjà. En un moment, madame Rouquin se trouva au milieu de la chambre et regarda les trois acteurs de cette scène domestique. « Je sais tout, ma cousine, dit-elle d'un air de protection. » Madame Rouquin avait un défaut, celui de croire que la femme d'un notaire de Paris pouvait jouer le rôle de petite maîtresse. « Je sais tout, répéta-t-elle, et je viens dans l'arche de Noé, comme la colombe avec la branche d'olivier. J'ai lu cette allégorie dans le génie du christianisme, dit-elle en se retournant vers madame Guillaume. La comparaison doit vous plaire, ma cousine. Savez-vous, ajouta-t-elle en souriant à Augustine, que ce monsieur de Sommervieux est un homme charmant. Il m'a donné ce matin mon portrait, fait de main de maître. Cela vaut au moins 6 000 francs. À ces mots, elle frappa doucement sur le bras de monsieur Guillaume. Le vieux négociant ne put s'empêcher de faire, avec ses lèvres, une grosse moue qui lui était particulière. « Je connais beaucoup monsieur de Sommervieux, reprit la colombe. Depuis une quinzaine de jours, il vient à mes soirées. Il en fait le charme. Il m'a conté toutes ses peines et m'a prise pour avocat. Je sais de ce matin qu'il adore Augustine, et il l'aura. Ah, cousine, n'agitez pas ainsi la tête en signe de refus. Apprenez qu'il sera créé baron et qu'il vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur par l'empereur lui-même, au salon. Requin est devenu son notaire et connaît ses affaires. Eh bien, monsieur de Sommervieux possède en bons biens au soleil 12 000 livres de rente. Savez-vous que le beau-père d'un homme comme lui peut devenir quelque chose, maire de son arrondissement par exemple. N'avez-vous pas vu monsieur Dupont être fait comte de l'Empire et sénateur pour être venu en sa qualité de maire complimenter l'empereur sur son entrée à Vienne? Oh, ce mariage-là se fera. Je l'adore, moi, ce bon jeune homme. Sa conduite envers Augustine ne se voit que dans les romans.
Va, ma petite, tu seras heureuse, et tout le monde voudrait être à ta place. J'ai, chez moi, à mes soirées, madame la duchesse de Carigliano, qui raffole de monsieur de Sommervieux. Quelques méchantes langues disent qu'elle ne vient chez moi que pour lui, comme si une duchesse d'hier était déplacée chez une chevrelle dont la famille a 100 ans de bonne bourgeoisie. Augustine, reprit madame Requin avec une petite pause, j'ai vu le portrait, Dieu qu'il est beau. Sais-tu que l'empereur a voulu le voir? Il a dit en riant au vice-connétable que s'il y avait beaucoup de femmes comme celle à sa cour pendant qu'il venait tant de rois, il se faisait fort de maintenir toujours la paix en Europe. Est-ce flatteur? Les orages par lesquels cette journée avait commencé devaient ressembler à ceux de la nature en ramenant un temps calme et serein. Madame Requin déploya tant de séduction dans ses discours qu'elle sut attaquer tant de cordes à la fois dans ses cœurs secs de monsieur et de madame Guillaume, qu'elle finit par en trouver une dont elle tira parti. À cette singulière époque, le commerce et la finance avaient plus que jamais la folle manie de s'allier aux grands seigneurs, et les généraux de l'Empire profitèrent assez bien de ces dispositions. Monsieur Guillaume s'élevait singulièrement contre cette déplorable passion. Ses axiomes favoris étaient que, pour trouver le bonheur, une femme devait épouser un homme de sa classe. On était toujours tôt ou tard puni d'avoir voulu monter trop haut. L'amour résistait si peu au tracas du ménage qu'il fallait trouver l'un chez l'autre des qualités bien solides pour être heureux. Il ne fallait pas que l'un des deux époux en sût plus que l'autre, parce qu'on devait avant tout se comprendre. Un mari qui parlait grec et la femme latin risquaient de mourir de faim. Il avait inventé cette espèce de proverbe. Il comparait les mariages ainsi faits à ces anciennes étoffes de soie et de laine, dont la soie finissait toujours par couper la laine. Cependant, il se trouve tant de vanité au fond du cœur de l'homme que la prudence du pilote qui gouvernait si bien le chat qui pelote succomba sous l'agressive volubilité de madame Requin. La sévère madame Guillaume, la première, trouva dans l'inclination de sa fille des motifs pour déroger à ses principes et pour consentir à recevoir au logis monsieur de Sommervieux, qu'elle se promit de soumettre à un rigoureux examen. Le vieux négociant alla trouver Joseph Lebas et l'instruisit de l'état des choses. À 6h30, la salle à manger, illustrée par le peintre, réunis sous son toit de verre, madame et monsieur Requin, le jeune peintre et sa charmante Augustine, Joseph Lebas, qui prenait son bonheur en patience, et mademoiselle Virginie, dont la migraine avait cessé. Monsieur et madame Guillaume virent en perspective leurs enfants établis et les destinées du chat qui pelote, remises en des mains habiles. Leur contentement fut au comble quand au dessert Théodore leur fit présent de l'étonnant tableau qu'ils n'avaient pu voir et qui représentait l'intérieur de cette vieille boutique à laquelle était dû tant de bonheur. C.I. gentil, s'écria Guillaume, dire qu'on voulait donner 30 000 francs de cela. Mais c'est qu'on y trouve mes barbes, reprit madame Guillaume. Et ces étoffes dépliées, ajouta Lebas, on les prendrait avec la main. Les draperies font toujours très bien, répondit le peintre. Nous serions trop heureux, nous autres artistes modernes, d'attendre à la perfection de la draperie antique. Vous aimez donc la draperie? S'écria le père Guillaume. Eh bien, sapeur-jeu, touchez-la, mon jeune ami. Puisque vous estimez le commerce, nous nous entendrons. Et pourquoi le mépriserait-on? Le monde a commencé par là, puisque Adam a vendu le paradis pour une pomme. N'a pas été une fameuse spéculation, par exemple. Et le vieux négociant se mit à éclater d'un gros rire franc excité par le vin de champagne qu'il faisait circuler généreusement. Le bandeau qui couvrait les yeux du jeune artiste fut si épais qu'il trouva ses futurs parents aimables. Il ne dédaigna pas de les égayer par quelque charge de bon goût. Aussi plut-il généralement. Le soir, quand le salon meublé de choses très cousues, pour se servir de l'expression de Guillaume, fut désert, pendant que madame Guillaume s'en allait de table en cheminée, de candélabre en flambeau. Soufflant avec précipitation les bougies, le brave négociant, qui savait toujours voir clair aussitôt qu'il s'agissait d'affaires ou d'argent, attira sa fille Augustine auprès de lui. Puis, après l'avoir prise sur ses genoux, il lui tient ce discours. « Ma chère enfant, tu épouseras ton Sommervieux, puisque tu le veux. Permis à toi de risquer ton capital de bonheur. Mais je ne me laisse pas prendre à 30 000 francs que l'on gagne à gâter de bonnes toiles. L'argent qui vient si vite s'en va de même. N'ai-je pas entendu dire ce soir à ce jeune écervelé que si l'argent était rond, c'était pour rouler. S'il est rond pour les gens prodigues, il est plat pour les gens économes, qui l'empilent et l'amassent. Or, mon enfant, ce beau garçon-là parle de te donner des voitures, des diamants. Il a de l'argent qu'il le dépense pour toi. Bénicite, je n'ai rien à y voir.
Mais quant à ce que je te donne, je ne veux pas que des écus si péniblement ensachés s'en aillent en carrosse ou en colifichet. Qui dépense trop n'est jamais riche. Avec les 100 000 écus de ta dot, on n'achète pas encore tout Paris. Tu as beau avoir à recueillir un jour quelques centaines de mille francs, je te les ferai attendre Supperjeu le plus longtemps possible. J'ai donc attiré ton prétendu dans un coin, et un homme qui a mené la faillite, Lecoq, n'a pas eu grande peine à faire consentir un artiste à se marier séparé de biens avec sa femme. J'aurai l'œil au contrat pour bien faire stipuler les donations qu'il se propose de te constituer. Allons, mon enfant, j'espère être grand-père Supperjeu. Je veux m'occuper déjà de mes petits-enfants. Jure-moi donc ici de ne jamais rien signer en fait d'argent que par mon conseil. Et si j'allais trouver trop tôt le père Chevrel, jure-moi de consulter le jeune Lebasse, ton beau-frère, promets-le-moi. Oui, mon père, je vous le jure. À ces mots prononcés d'une voix douce, le vieillard baisa sa fille sur les 2 joues. Ce soir-là, tous les amants dormirent presque aussitôt paisiblement que monsieur et madame Guillaume. Quelques mois après, ce mémorable dimanche, le maître-autel de Saint-Leu fut témoin de 2 mariages bien différents. Augustine et Théodore s'y présentèrent dans tout l'éclat du bonheur, les yeux pleins d'amour, parés de toilettes élégantes, attendus par un brillant équipage, venu dans un bon remise avec sa famille. Virginie, donnant le bras à son père, suivait sa jeune sœur, aimablement aidant de plus simples atours, comme une ombre nécessaire aux harmonies de ce tableau. Monsieur Guillaume s'était donné toutes les peines imaginables pour obtenir à l'église que Virginie fût mariée avant Augustine, mais il eut la douleur de voir le haut et le bas clergé s'adresser en toutes circonstances à la plus élégante des mariées. Il entendit quelques-uns de ses voisins approuver singulièrement le bon sens de mademoiselle Virginie, qui faisait, disait-il, le mariage le plus solide et restait fidèle au quartier, tandis qu'ils lancèrent quelques brocards suggérés par l'envie sur Augustine qui épousait un artiste, un noble. Ils ajoutèrent avec une sorte d'effroi que, si les Guillaume avaient de l'ambition, la draperie était perdue. Un vieux marchand d'éventail, ayant dit que ce mange-tout-là l'aurait bientôt mis sur la paille, le père Guillaume s'applaudit in petto de la prudence qu'il avait mise dans la rédaction des conventions matrimoniales. Le soir, la famille se sépara après un bal somptueux, suivi d'un de ces soupers plantureux dont le souvenir commence à se perdre dans la génération présente. Monsieur et madame Guillaume restèrent dans leur hôtel de la rue du Colombier, où la noce avait eu lieu. Monsieur et madame Lebasse retournèrent dans leur remise de la vieille maison de la rue Saint-Denis pour y diriger la neuf du chat qui pelote. L'artiste, ivre de bonheur, prit entre ses bras sa chère Augustine, l'enleva vivement quand leur coupé arriva rue des Trois Frères et la porta dans son élégant appartement. La fougue de passion qui possédait Théodore fit dévorer au jeune ménage près d'une année entière sans que le moindre nuage vînt altérer l'azur du ciel sous lequel ils vivaient. Pour eux, l'existence n'eut rien de pesant. Théodore répandait sur chaque journée d'incroyables fioritures de plaisir. Il se plaisait à varier les emportements de la passion par le molle langueur de ses repos, où les âmes sont lancées si haut dans l'extase qu'elles semblent y oublier l'union corporelle. Incapable de réfléchir, l'heureuse Augustine se prêtait à l'allure onduleuse de son bonheur. Elle ne croyait pas faire encore assez en se livrant tout à l'amour permis et saint du mariage. Simple et naïve, elle ne connaissait ni la coquetterie des refus, ni l'empire qu'une jeune demoiselle du grand monde se crée sur un mari par d'adroits caprices. Elle aimait trop pour calculer l'avenir, et n'imaginait pas qu'une vie si délicieuse puisse jamais cesser. Heureuse d'être alors tous les plaisirs de son mari, elle crut que cet inextricable amour serait toujours pour elle la plus belle de toutes les parures, comme son dévouement et son obéissance seraient un éternel attrait. Enfin, la félicité de l'amour l'avait rendue si brillante que sa beauté lui inspira de l'orgueil. Il lui donna la conscience de pouvoir toujours régner sur un homme aussi facile à enflammer que M. de Sommervieux. Ainsi, son état de femme ne lui apporta d'autres enseignements que ceux de l'amour. Au sein de ce bonheur, elle resta l'ignorante petite fille qui vivait obscurément rue Saint-Denis, et ne pensa point à apprendre les manières, l'instruction, le ton du monde dans lequel elle devait vivre. Ses paroles étant les paroles d'amour, elle y déployait bien d'une sorte de souplesse d'esprit et une certaine délicatesse d'expression. Mais elle se servait du langage commun à toutes les femmes quand elles se trouvent plongées dans une passion qui semble être leur élément. Si par hasard une idée discordante
avec celle de Théodore était exprimée par Augustine, le jeune artiste en riait comme on rit des premières fautes que fait un étranger mais qui finissent par fatiguer s'il ne se corrige pas. Cependant, à l'expiration de cette année, aussi charmante que rapide, Sommervieux sentit un matin la nécessité de reprendre ses travaux et ses habitudes. Sa femme était enceinte. Il revit ses amis pendant les longues souffrances de l'année où, pour la première fois, une jeune femme nourrit un enfant. Il travailla sans doute avec ardeur, mais parfois il retourna chercher quelques distractions dans le grand monde. La maison où il allait le plus volontiers était celle de la duchesse de Carigliano, qui avait fini par attirer chez elle le célèbre artiste. Quand Augustine fut rétablie, quand son fils ne réclama plus ces soins assidus qui interdisent à une mère les plaisirs du monde, Théodore en était arrivé à vouloir éprouver cette jouissance d'amour-propre que nous donne la société quand nous y apparaissons avec une belle femme. Objet d'envie et d'admiration, parcourir les salons en s'y montrant avec l'éclat emprunté de la gloire de son mari, se voir jalousé par toutes les femmes, fut pour Augustine une nouvelle moisson de plaisir, mais ce fut le dernier reflet que devait jeter son bonheur conjugal. Elle commença par offenser la vanité de son mari, quand malgré de vains efforts, elle laissa percer son ignorance, l'impropriété de son langage et l'étroitesse de ses idées.